Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, à la une de l'actualité. Vaste opération conjointe de lutte contre les forces djihadistes entre le Mali et le Niger. Accompagnées des forces françaises Barkhane, les armées maliennes et nigériennes ont mené une opération d'une envergure inédite. Les autorités sud-africaines au chevet du secteur touristique pour soutenir l'hôtellerie et les entreprises touristiques fortement impactées par la pandémie de Covid-19. Un fonds de 200 millions de rand a été débloqué par le gouvernement. Et nous prendrons la direction du Bénin où la solidarité est de mise face au coronavirus pour aider les couches les plus défavorisées de la population à mieux se protéger du virus. Des initiatives privées de distribution de kits de protection ont vu le jour. Mais tout d'abord en Somalie, Abdisalan Hassan, gouverneur du Nougal, une des divisions administratives du Puntland, a perdu la vie ce dimanche. Le gouverneur local a succombé à ses blessures à l'hôpital des suites d'une attaque menée par un kamikaze affilié au groupe terroriste Al-Shabaab, s'étant fait exploser près de sa voiture. L'attentat a par ailleurs été revendiqué par ces derniers. Un ancien commandant de police également blessé dans l'explosion, ainsi qu'un civil sont quant à eux toujours hospitalisés. La lutte contre le djihadisme s'intensifie dans la zone du G5 Sahel. Une vaste opération mobilisant 5000 hommes des armées maliennes, nigériennes ainsi que la force française Barkhane a été effectuée aux confins du Mali et du Niger. Une opération d'une envergure inédite à la suite de laquelle un grand nombre de terroristes ont été éliminés. Un sujet de Krasela Tchakounté commenté par Ange Bijounomenio. Une vaste opération militaire conjointe s'est tenue ce mois de mars, du 3 au 23, dans les zones frontalières entre le Mali et le Niger. Les armées maliennes et nigériennes et la force française ont mené une opération d'envergure inédite. 5000 hommes ont été mobilisés, une mobilisation qui a permis d'éliminer un très grand nombre de terroristes dans la région. Cet engagement inédit par volume de force engagée impliquant près de 5000 soldats, dont 1700 Français, 1500 militaires de la force conjointe du G5 Sahel et 1500 soldats nigériens, a permis d'obtenir des résultats très significatifs, concrétisés par la neutralisation d'un grand nombre de terroristes et la destruction ou saisie de très nombreuses ressources militaires. Une concentration des efforts sans précédent. Ces différentes opérations menées dans le Liptako au Niger et le Gourma au Mali, mais aussi à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, a su fonctionner grâce à une bonne coordination et le partage de renseignements conjoints doublé d'une efficacité dans le commandement des troupes. Toute nouvelle opération est vraiment salvatrice si elle prend en compte l'évolution de la menace et aussi les nouvelles tendances de la menace. La menace a tendance présentement à se communautariser. Donc si l'opération peut prendre en compte, ça peut être vraiment une opération de grande envergure qui prend en compte toute la bande frontalière entre le Mali et le Burkina et aussi la bande frontalière entre le Burkina et le Niger, c'est vraiment l'idéal. Dans les zones frontalières entre les pays du G5, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, plusieurs dizaines de djihadistes ont été neutralisés. Les attaques répétées sur les forces militaires et les civils ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, soit 5 fois plus qu'en 2016. Investir dans le capital humain pour un meilleur développement, une priorité à Madagascar qui bénéficie en ce sens d'une enveloppe de 100 millions de dollars. Octroyée par la Banque mondiale, cet appui financier doit entre autres aider l'île à améliorer son système scolaire et sanitaire, mais aussi améliorer la protection des femmes et des enfants. Un sujet de Krasela Tchakounté commenté par Philomène Tine. Le développement du capital humain va franchir un cap à Madagascar. Ceci grâce à un prêt-programme de 100 millions de dollars accordé par la Banque mondiale. Concrètement, il s'agira d'améliorer les ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation, de garantir la disponibilité des ressources budgétaires des secteurs sociaux et de renforcer la protection juridique des femmes et des enfants. La plus grande richesse de Madagascar, c'est sa population. Pour cette raison, le gouvernement a exprimé sa forte volonté de faire avancer les réformes en faveur de son capital humain en les incluant dans son plan émergence. Inquiétante car l'indice de capital humain est passé de 0,39 à 0,37 entre 2012 et 2017. Ceci implique qu'un enfant né à Madagascar aujourd'hui n'atteindra que 37% du potentiel productif qu'il aurait obtenu s'il avait bénéficié d'une instruction complète
et de soins de santé adaptés. À Madagascar, le taux d'achèvement scolaire est très faible. On sait par ailleurs qu'il y a un fort taux de déscolarisation. Une des premières mesures qui a été établie, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a dit que désormais, toute l'école publique sera gratuite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les besoins ont été chiffrés par l'État malgache. L'affectation d'une somme et d'un prêt donc de 100 millions de dollars est une bonne nouvelle pour Madagascar pour pouvoir augmenter sa part budgétaire consacrée à l'éducation et à la santé. À l'heure actuelle, Madagascar est le 4e pays au monde accusant le taux de retard de croissance le plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans. Un fossé que les autorités semblent déterminées à réduire en s'appuyant entre autres sur d'importantes réformes portant sur la formation et la sélection des enseignants et des professionnels de la santé. Pour contrer l'impact du Covid-19 sur le secteur touristique en Afrique du Sud, les autorités montent au créneau. Un fonds de 200 millions de rands, soit 11,3 millions de dollars, va être mis à disposition par le gouvernement avec pour objectif de soutenir les entreprises touristiques et hôtelières. Un sujet de Kamesh Katapoulé commenté par Ange Bijounomegno. Une mesure de rigueur pour soutenir l'industrie touristique en Afrique du Sud. Le ministère du Tourisme va accorder un fonds de 200 millions de rands aux établissements touristiques et hôteliers. Un financement destiné à atténuer l'impact négatif du coronavirus sur l'économie du pays, déjà fragile. L'Afrique du Sud est une nouvelle fois entrée en récession au dernier trimestre de l'année 2019. En termes de quantité d'argent, ça ne représente pas grand-chose, mais aussi ce qui va faire repartir le tourisme, c'est plus l'activité que l'argent qu'on peut y injecter de manière spécifique. Et aujourd'hui, tant que la question de coronavirus n'est pas encore terminée, même le tourisme domestique ne pourra pas démarrer. Seuls les établissements en activité depuis 1 an et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 2,5 millions de rands pourront bénéficier de ce soutien financier. 70% des ressources du fonds seront ensuite destinées aux entreprises pilotées par des personnes issues de la communauté noire. Une mesure qui découle du Black Economic Empowerment, une politique de discrimination positive mise en place depuis la fin de l'apartheid. Les questions de discrimination raciale en Afrique du Sud continueront jusqu'à ce qu'ils résoudront des problèmes de fond. Et aujourd'hui, s'adresser à la population noire comme étant une manière de leur faire une faveur est juste une démarche politique pour calmer les ardeurs parce qu'on sait que quand ça barde, c'est par là que ça commence. Ceci dit, ce n'est pas du tout une décision économique, c'est une décision sociologique. Depuis plus d'une décennie, l'Afrique du Sud est empêtrée dans une crise financière due à une faible croissance, notamment une détérioration des finances publiques ou encore un haut taux de chômage qui atteint les 29,1%. Dernièrement, l'agence Moody's a même abaissé la note du pays. Elle est passée de BA1 à BA3, plaçant l'Afrique du Sud au rang d'investissement spéculatif. Réintroduction des devises étrangères au Zimbabwe. Afin d'éviter la destruction de son économie déjà fragilisée, le Zimbabwe a en effet autorisé l'usage des dollars américains ainsi que des devises étrangères dans le pays, qui fut d'un temps, pour rappel, interdit dans le but de soutenir la monnaie nationale. Aïssatou Lamranabari. Et retour qui sonne comme un échec. Le dollar américain vient d'être réintroduit par les autorités du Zimbabwe. L'utilisation des devises étrangères avait pourtant été interdite en juin 2019 pour juguler une inflation qui avait alors atteint des records. Hyperinflation toujours pas maîtrisée aujourd'hui alors que vient s'ajouter la crise liée à la pandémie de coronavirus. La Banque de réserve du Zimbabwe souhaite informer le public qu'elle facilite le commerce pendant cette période difficile en offrant une option d'utilisation des devises étrangères pour payer des biens et services. Cette décision était rétropédalage du gouvernement qui avait présenté l'interdiction du dollar américain comme une mesure nécessaire pour restaurer la stabilité financière. Le gouvernement qui avait d'ailleurs rétabli en 2019 le dollar zimbabwéen dont la valeur s'est effondrée depuis sa mise en circulation. Vous voyez qu'avec le coronavirus, tous les États aujourd'hui doivent travailler sur des facteurs tels que la réduction de l'inflation, la réduction du déficit budgétaire, la stabilité de l'économie et de la monnaie. On ne peut pas dire que c'est un échec forcément. Avec cette situation-là, c'est un monétarisme, c'est-à-dire que l'État est en train de vouloir réduire la masse monétaire au maximum, la masse monétaire en circulation, parce que les gens vont préférer le dollar américain à la monnaie locale. C'est une politique anti-inflationniste qui va faire en sorte que vous ne pouvez pas continuer à augmenter les prix avec le dollar américain, mais ça ne va pas permettre à l'économie d'entrer dans une quelconque relance. Ça va tout simplement essayer de stabiliser l'inflation. Le Zimbabwe fait face à une grave crise économique depuis 20 ans. Le pays connaît des pénuries régulières de carburant et d'électricité.
L'inflation en février dernier avait atteint les 500%. La Côte d'Ivoire a enregistré ce dimanche son premier décès lié au Covid-19, annoncé par le ministre de la Santé Eugène Akaawele. Le diagnostic relatif à ce décès a été établi post-mortem. Si aucune précision sur l'âge ou le sexe de la victime n'a été faite à l'occasion d'un bilan quotidien consacré à l'épidémie, il est à noter que le nombre de cas de Covid-19 a été multiplié par 7 en une semaine. À la date du 22 mars, 25 cas avaient en effet été recensés sur le territoire ivoirien. L'heure est à la solidarité au Bénin où pour une meilleure application des mesures préventives relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment par les couches les plus défavorisées des populations, des initiatives de distribution gratuite de kits de protection ont vu le jour. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant à Cotonou, Leftionou. Face à la hausse du prix des produits de première nécessité et des équipements de protection contre la propagation du coronavirus, une frange de la population, notamment des bonnes dames des marchés, des conducteurs de taxi-moto et certains usagers, sont sans protection. En vue d'endiguer la propagation du Covid-19, des initiatives privées de distribution gratuite des kits de protection sont opérées dans les villes du sud du pays. De par nos observations, nous nous sommes rendus compte que les hommes sont quand même un vecteur puissant de propagation de ce virus parce qu'ils transportent au quotidien des passagers et ils ne savent pas si ces passagers sont infectés ou pas. Donc pour diminuer un peu le risque de contamination, nous nous sommes dit offrons-leur du gel qui aujourd'hui n'est pas à la portée de tout le monde. Cette action sociale contre la prolifération du Covid-19 est à l'actif de la start-up dénommée Go Medical. Il s'agit d'une jeune entreprise qui met en relation les patients et des médecins à travers la plateforme Go Medical mobile et web créée en 2016. Dans le cadre de cette assistance sociale, le personnel de la start-up Go Medical a sensibilisé les bénéficiaires sur les mesures de sécurité sanitaire. Ils ont constaté qu'effectivement, il sera difficile pour nous de l'acheter et ils ont essayé de nous aider pour nous partager des gels. Vraiment, c'est très important. 80% de Béninois ne mangent pas 3 fois à sa faim. Est-ce qu'ils auront le temps d'acheter du gel à 2000 francs? Est-ce qu'ils auront du temps d'acheter le masque à 500 francs? C'est un peu difficile. Alors là, le gouvernement doit boiter les pas des autres pays qui sont en train d'assister leurs administrés. A noter que le ministère de l'Intérieur a établi au total 11 mesures en rapport avec la mise en place d'un cordon sanitaire autour de 10 communes au sud du pays. Ces dispositions seront effectives du 30 mars au 12 avril 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.